Bien, on est sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Passer des listes indépendantes aux municipales en Tunisie, même si les résultats officiels donnent Ennahda vainqueur dans les grandes villes, ce sont les listes indépendantes qui remportent le plus grand nombre de sièges à l'échelle nationale. Du 21 au 25 mai 2018, Ouagadougou, la capitale burkinabé, accueillera le 6e sommet panafricain des jeunes leaders des Nations Unies, un événement très attendu. Le point sur les enjeux de ce rendez-vous économique dans ce journal. Et puis, de l'épaule déboîtée aux chevilles déplacées, il soigne gratuitement tous les cas complexes de fractures. C'est tard que Issaka Kourouira, hérité de son père, lui a valu une distinction par la chancellerie ivoirienne. Depuis la révolution 2011 en Tunisie, aucun scrutin ne ressemble au précédent. Les premières élections municipales libres de l'histoire du pays ont été marquées par une abstention record. Un tiers des votants se sont retournés vers des formations indépendantes, obligeant Ennahda et Nidatounès à constituer des alliances pour espérer présider les conseils municipaux. Gladys Mwamba. Verdict sans appel pour les premières élections municipales libres tunisiennes. Il démontre le rejet des grands partis politiques au profit des forces indépendantes, alors que le pays poursuit son processus de transition démocratique. Le désaveu des électeurs s'est exprimé par un faible taux de participation, estimé à seulement 33,7%, soit 2 fois moins de votants que pour les élections législatives de 2014. La Tunisie a vu une classe politique dans une jeune démocratie qui a des pratiques de vieux pays démocratiques. C'est-à-dire qu'il y a tous les défauts, tous les tics de cette vision de la politique politicienne. Les Tunisiens qui vivent une crise aiguë, une crise économique, ont vu que ces partis sont totalement découpés de la réalité. Les partis Ennahda et Nidatounès, alliés depuis 2015 dans une cohabitation gouvernementale consensuelle, arrivent en tête avec respectivement 29,68% et 22,7% des suffrages. Mais la donne change avec la percée des listes indépendantes dans plusieurs localités. Un tiers des votants s'est tourné vers ces formations indépendantes. Reste à savoir si l'émergence de ces forces politiques pourrait suffire à poser les bases d'une force alternative à l'échelle nationale. Il y a une recomposition de la scène politique qui va se dérouler et il est trop tôt pour le moment pour le dire, mais en tout cas, les professionnels de la politique doivent se rendre compte de cette réalité. Il faut voir sur la durée, sur les quelques mois qui vont venir, comment tout cela va prendre place et va se coaguler. L'issue de ces élections municipales incitera probablement les acteurs politiques tunisiens à se plier au jeu des alliances pour espérer atteindre la présidence des conseils municipaux, alors que se profilent les élections législatives et présidentielles à l'horizon 2019. En République démocratique du Congo, le comité ad hoc pour l'audit du fichier électoral a été officiellement lancé ce mercredi 9 mai. Conduite par une délégation de l'OIF, il aura comme principale mission d'émettre des avis et autres remarques sur le travail de l'audit. Il sera composé des délégués de la majorité présidentielle, de l'opposition et de la société civile, ainsi que d'autres partenaires du processus électoral. Et justement, pour en parler, nous recevons sur ce plateau Nazer Nkogolo, candidat aux élections en République démocratique du Congo. Merci d'être avec nous. Bonjour, merci. Alors, après la promulgation de la loi sur la répartition des sièges, c'est au tour de l'audit du fichier électoral qui a été lancé ce mercredi. Est-ce que cet audit entamé par l'OIF est de nature à vous rassurer? Moi, personnellement, ça me rassure. Ça prouve que nous allons droit vers les élections et qu'elles devraient avoir bel et bien lieu dans les temps, je l'espère, d'ici la fin de l'année. Pour moi, c'est une bonne chose. Comme certains de vos compatriotes de l'opposition qui pensent que cet audit arrive un peu tard, vous ne partagez donc pas cet avis? Mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Et je reste persuadé que les élections auront bel et bien lieu. Tout ce que j'espère, tout ce que je souhaite, d'ailleurs, comme le peuple congolais, c'est que on en finisse quand même. Ça fait on a déjà 2 années de retard. Il ne serait pas bienvenu qu'on en ait une 3e, quoi. Donc je souhaite à ce que les choses aillent assez vite, rapidement, et que le peuple congolais soit enfin débarrassé de cette épine qui empêche la bonne marche des choses, des affaires au Congo. Et justement, vous êtes candidat pour cette élection prévue le 23 décembre 2018 ? Sincèrement, j'y pense. Je pense
présenter un projet au peuple congolais très bientôt. Un campus Agir pour le Congo sera mis en place à dater du mois de juin, au cours duquel on va associer tous les professionnels, les étudiants, les religieux, toute personne de bonne volonté pour que chacun puisse venir s'exprimer et qu'on puisse se retrouver autour des 23 points que nous avons établis afin de pouvoir agir pour le peuple, étant donné que... Est-ce que ce n'est pas un peu trop tard parce qu'on dit que vous auriez dû consulter le peuple avant de proposer un programme qui correspond à vos attentes justement? Disons qu'à titre individuel, il y a pas mal d'actions que je fais déjà depuis 2 ans. Lesquelles? Je suis très mal à l'aise par rapport à ça dans la mesure où il y a certaines choses, certains actes qu'on pose qui n'est pas nécessaire de mettre sur la place publique. Pourquoi? Parce que en tant que chrétien, je suis chrétien croyant, et quelque part dans la Bible, il est écrit que lorsque vous posez des actes lorsque la main gauche pose certains actes, il vaut mieux qu'elle soit ignorée par la main droite. Mais il est vrai qu'on me demande souvent qu'est-ce que j'ai déjà fait. Peut-être pour convaincre les Congolais. Oui, justement, je soutiens les femmes. La femme congolaise qui a été meurtrie par pas mal de situations, notamment à l'Est et même dans la capitale. Je soutiens beaucoup de veuves et des femmes démunies de tout, qu'on a réunis déjà au courant du mois de mars et même ici au courant du mois de mai. Et normalement, il y a certaines autres actions qu'on a prévues d'ici la fin du mois en cours et qui sera mis sur la place publique sans aucun doute. D'accord, merci beaucoup Monsieur Nazer Kogolo. Je rappelle que vous êtes un probable futur candidat aux élections présidentielles en République démocratique du Congo. Que Dieu vous entende. Merci. Dans le reste de l'actualité, Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, abritera du 21 au 25 mai le 6e sommet panafricain des jeunes leaders des Nations Unies. En prélude à cette rencontre, le comité de pilotage en charge de l'événement a livré les grandes lignes de ce sommet. Le point dans ce reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Le 6e sommet panafricain des jeunes leaders des Nations Unies se tiendra du 21 au 25 mai 2018 à Ouagadougou, au Burkina Faso. C'est ce qu'a déclaré ce mardi 8 mai 2018 le président du comité de pilotage de la dite rencontre, Eli Aovi Apedo, au cours d'un point de presse suscité par la section Burkina de Rojalnu Afrique pour situer les enjeux de ce rendez-vous majeur pour le continent et pas seulement. C'est de pouvoir capitaliser un peu la contribution des jeunes de toute l'Afrique par rapport à l'atteinte des ODD. Nous savons que les jeunes représentent aujourd'hui la moitié de la population africaine et que les jeunes peuvent contribuer à booster un peu l'atteinte des objectifs de développement durable d'ici 2030. Placé sous le patronage du chef de l'État Roch Kaboré et avec la présence probable à la cérémonie inaugurale des présidents du Rwanda, du Gabon, du Niger et de la République du Togo, les travaux techniques de ce 6e sommet vont regrouper environ 1000 participants d'horizons divers, dont de nombreuses personnalités. Ils permettront à terme d'évaluer, mais aussi de définir un schéma directeur de la contribution des jeunesses africaines et mondiales dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable. C'est ça aussi le leadership que nous voulons pour la jeunesse africaine. C'est ce que nous voulons pour une Afrique en construction. C'est-à-dire ce que nous demandons que nous puissions commencer par nous-mêmes à l'intégrer et on ne peut pas demander de le faire et on ne le fait pas. Le choix de la capitale burkinabé pour abriter ce sommet est tout aussi motivé, a fait savoir le comité. Le pays en effet abrite depuis 2015 le siège continental de l'organisation dont le renouvellement des instances est également inscrit au programme de ce 6e sommet. Il soigne gratuitement tous les cas complexes de fractures en Côte d'Ivoire avec son équipe composée de 7 personnes. Isaka Kouriba reçoit entre 300 et 400 malades par jour. Son bénévolat pour le social dans la santé lui a valu d'être distingué récemment par la chancellerie ivoirienne. Incursion dans l'univers de ce médecin, pas comme les autres, dans ce reportage de notre correspondant Olivier Conan. C'est dans ce centre de soins de fortune à Adjamé Bromakoté, au nord d'Abidjan, qu'Isaka Kouriba soigne gratuitement les patients depuis une vingtaine d'années. Il a hérité de son père l'art de traiter tous les cas complexes de fractures à l'aide du beurre de karité. Isaka Kouriba fait du social dans la santé pour soulager les peines des populations.
On est reconnu par l'État, on a l'agrément, on a le journal officiel, on a été décoré, donc c'est légal. En tout cas, on a soigné beaucoup de footballeurs. On a soigné Aruna, on a soigné Kolo, on a soigné Djibril Cissé, on a soigné Romaric. On n'a pas un bon place pour soigner les gens. Vraiment, on veut un espace bien grand, bien arrangé. On demande nos bonnes volontés vraiment de nous aider à aider les malades, à aider la population. Isaka Kouriba et son staff composé de 7 personnes reçoivent entre 300 et 400 malades par jour. Fractures de toutes sortes, chevilles déplacées, épaules déboîtées sont autant de cas que présentent ces patients, dont des enfants, des jeunes et des adultes. Des cas qui trouvent des issues favorables grâce à son traitement. Il y a quelqu'un qui nous a parlé de ce monsieur, même dans l'hôpital. On nous a donné les informations. C'est comme ça, nous sommes arrivés ici le 5 avril. Et ça me fait 1 mois que j'ai ce problème. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'arrive au moins à soulever mon pied. Je joue au football. Donc j'ai eu une fracture. C'est ça, les femmes du quartier m'ont parlé d'ici à cause de ce Venise. Je me sens à l'aise. Le gouvernement ivoirien a alloué plus de 380 milliards de francs CFA au ministère de la Santé en 2018. Malgré cet effort, les populations continuent de se plaindre de la cherté des soins dans l'établissement sanitaire conventionnel et se rabattent sur la médecine traditionnelle souvent moins coûteuse et gratuite et de plus en plus en vogue en Côte d'Ivoire, le pays ayant reconnu officiellement l'exercice de la médecine traditionnelle depuis 2015. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.